Donc on a autant d'eau à la fin de l'année, mais c'est juste, c'est pas au même moment, quoi. Exactement. Par contre, au niveau des sols, on a des sols qui s'assèchent. Parce D'accord. que pour Parce qu'il l'agriculture, fait on ne plus regarde chaud. pas que la pluie. Alors en été, il fait plus chaud et il pleut moins, donc le sol est plus sec. Mais en hiver, il pleut plus, mais le sol est plus sec parce que cette pluie qui tombe, elle tombe en plus grosse quantité. Donc elle n'a pas le temps de rentrer dans le sol. C'est pour ça qu'il fait plus sec en hiver aussi. Je laisse en tirer les conclusions que vous voudrez. Alors, question suivante. La pluie vient des océans. Qui est-ce qui pense que c'est vrai que la pluie vient uniquement des océans? Qui est-ce qui pense que c'est faux? Et elle vient d'où alors la pluie? Elle vient de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est 60 à 70% de l'eau qu'on retrouve dans les nuages. Et l'eau des océans, l'évaporation des océans, c'est uniquement 30% de tout ça. Et d'ailleurs, dans des zones en plein milieu des continents, au Brésil, il pleut tout le temps parce qu'il y a de la végétation en dessous qui n'arrête pas d'évapotranspirer. Et ça, c'est très important parce que si vous faites le cycle de l'eau et que vous oubliez la végétation qui est en dessous, en fait, vous avez complètement zappé le moteur du cycle de l'eau. C'est la végétation qui est en dessous. Serge, cet été, Je reviens. on a vu quelqu'un qui nous a dit qu'on peut faire de l'agriculture sans eau. C'est vrai, ça? Il n'y a pas eu que quelqu'un, il y a eu plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et sur TF1, sur France 2. On a vu des personnes qui, avec leur baguette magique, faisaient de l'agriculture sans eau. Qu'est-ce qui pense que c'est possible? C'est possible, sans eau? Eh On ben, voit qu'on a, on a affaire à des agriculteurs, là. Vous vous êtes pas fait avoir. Effectivement, il est impossible de faire de l'agriculture sans eau. Je pense que la personne voulait dire sans irrigation, et en exagérant un petit peu, elle a dit sans eau. Je vais vous donner quelques exemples. La photosynthèse, elle a besoin d'eau, et s'il n'y a pas de photosynthèse, une plante ne peut pas vivre. Donc s'il n'y a pas d'eau, pas de photosynthèse, il n'y a pas de rendement, et on mange rien. Mais le manque d'eau peut intervenir sur la taille des fruits qui peuvent être plus petits. On a eu le problème avec les pommes de terre, par exemple, qui étaient plus petites cette année du fait de la sécheresse, où ça peut intervenir, le manque d'eau peut intervenir sur le goût du vin, parce qu'un grain qui est moins gorgé d'eau, c'est un grain qui est plus sucré, et vu que c'est le sucre qui fait l'alcool, et ben le taux d'alcool augmente avec le changement climatique dans le vin. Voilà. Merci, Serge. Mais alors du coup, est-ce que l'irrigation, c'est une solution? Parce que moi, j'entends plein de gens qui disent « Ouais, l'irrigation, c'est un truc pour l'agro-business, etc. C'est pas une solution et tout. » Vous en pensez quoi? Faut irriguer ou faut pas irriguer, du coup? Vous? Qu'est-ce qui est pour irriguer? Il y en a 2, 3, 4, 5. Et donc, tous les autres, vous pensez qu'il ne faut pas irriguer, c'est pas bon? Vous n'avez pas d'avis? Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Pour moi, il faut irriguer. Faut irriguer. Il faut irriguer. Il faut Et le pas faire uniquement parce que tu es Suncrop et que tu vends du matériel. Bien sûr que non. Je suis avant tout agronome, comme je disais. Et du coup, pourquoi irriguer? C'est important. Sans irrigation, on n'a pas de plantes. Et comme on l'a dit précédemment, si on n'a pas de plantes, on va casser le cycle de l'eau parce que la plante ne va pas évapotranspirer. Et voilà, ça va poser un problème de désertification. Le moins par le moins va amener à un résultat où on n'aura plus rien qui va pousser sur un sol. Et l'intérêt du coup d'irriguer va être de faire pousser des cultures, réapporter ces cultures, donc réintroduire de la matière organique dans les sols par exemple, qui va permettre de stocker de l'eau et faire éponge du coup. Donc si vous voyez par exemple dans une forêt, quand il pleut, l'eau elle ne ruisselle pas, elle coule tout de suite dans le sol et le sol l'absorbe. Et c'est pour ça qu'on va essayer de reproduire ce phénomène-là par l'irrigation du coup. Une culture, de l'eau qui vient dessus, de l'absorption, et on a un cycle vertueux. Par contre, au niveau de l'irrigation, on ne peut pas irriguer tout le temps non plus. Il faut le raisonner. L'eau, c'est une ressource qui est présente, mais limitée. Et du coup, pour la piloter, ça, on a des solutions. Donc, on a des solutions chez Suncrop, on a d'autres solutions aussi partout dans le monde agricole, qui nous permettent de dire, cette plante-là, elle va évapotranspirer tant en fonction des conditions climatiques. Et ça va nous donner une quantité d'eau à apporter à un moment donné, au juste moment.
Ça marche. Et alors moi j'ai une autre question, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent ah ouais mais du coup il faut pas perdre de l'eau, etc. Il faut l'économiser à mort, il faut faire couler l'eau des bouteilles qu'on n'a pas bu dans les plantes. Finalement, si on a toujours autant d'eau, c'est quoi le problème? Pourquoi on est obligé d'économiser l'eau? Vous en pensez quoi? Faut l'économiser l'eau ou pas? Parce qu'il y en a un qui dit il faut irriguer, il n'économise pas l'eau, il est en train d'irriguer. Qu'est-ce qui pense qu'il faut économiser l'eau et qui pense qu'il faut au contraire mettre un maximum d'eau dans le sol? C'est contre-intuitif, là, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Hein. En fait, ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle ruisselle. Thibaut, tu l'as dit. C'est-à-dire qu'en France, de la pluie, vous en avez 500 millions de mètres cubes chaque année. Ça fait un gros volume. Hein. Et ça, c'est stable, chaque année. Alors, ce qui n'est pas tout à fait stable, c'est l'eau des glaciers, parce que ça, forcément, il y a de moins en moins de glaciers, donc il y a moins d'eau. Mais n'empêche qu'on a 500 millions de mètres cubes d'eau qui continuent de tomber chaque année en France. Et de ces 500 millions, on n'utilise que 2,5% pour notre consommation. 2,5%. Tout le reste, ça retourne à l'océan. D'accord? Ça retourne à l'océan après avoir irrigué nos cultures, après être tombé sur le sol, être entré dans les arbres et les plantes. Et c'est sur ces 2,5% qu'on irrigue. D'accord? Donc la question c'est, économiser l'eau, c'est économiser sur ces 2,5%. Une autre manière de penser les choses, ce serait d'augmenter ces 2,5% et d'éviter de capturer plus d'eau qu'il pleut pour notre consommation, pour l'irrigation et pour l'usage, que de limiter ces 2,5% au maximum. Et en fait, en France, aujourd'hui, notre problème, c'est le ruissellement. Parce que le ruissellement, c'est quoi? C'est de la pluie qui retourne directement à l'océan. Donc là, pour le coup, c'est de l'eau qui est perdue. Alors que si on arrive à éviter le ruissellement et à faire en sorte que toute l'eau qui pleut serve aux plantes et serve à remplir les nappes phréatiques, alors là, on augmente notre capacité de capture pour nos ressources. Serge, c'est toi? Non, c'est Serge. C'est moi? C'est Ok. toi. C'est toi. Alors, on a Ça, on l'a entendu. 15 000 litres d'eau pour une vache, pour 1 kilo de viande. Alors, on a vu ce chiffre passer beaucoup pendant la sécheresse. 15 000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande, c'est faux, c'est très largement exagéré parce que ces 15 000 litres, ils prennent en compte la pluie. Et en réalité, pour produire 1 kg de viande, il faut, il me semble, 500 à 700 litres d'eau. Alors, ça reste 50 litres d'eau utile. C'est quoi? Tu nous expliques, c'est quoi l'eau utile? Utile, c'est de l'eau qu'on va prendre, qui viendra pas forcément de la pluie, qui viendra pas forcément. Oui, c'est de l'eau qui viendra pas forcément de la pluie. Donc c'est de l'eau qui coulerait du robinet, par exemple, qu'on va donner aux animaux. Donc on passe de 15 000 litres à 50 litres d'eau utile, comme tu disais. Ça reste quand même beaucoup, parce que la viande, la production de viande, est la production agricole qui consomme le plus d'eau. Contrairement à d'autres cultures comme le maïs, le blé, voilà. Pour 1 kg de protéines de maïs ou de blé, c'est quand même beaucoup plus important la viande. Ces prairies sur lesquelles il y a 15 000 litres d'eau qui tombent, c'est des prairies qui permettent d'éviter le ruissellement aussi et qui capturent de l'eau qui va ensuite dans les nappes phréatiques. Tout à fait, il faut raisonner au niveau du paysage parce que les prairies stockent du carbone, hein, ils font de la photosynthèse. Elles permettent aussi de préserver une certaine biodiversité, notamment dans les zones de montagne. Sûr, ouais. Et donc, il ne faut pas raisonner seulement au niveau de l'eau. Hein. Il faut raisonner au niveau d'un tout, au niveau de l'agriculture. Il ne faut pas prendre juste une petite partie. Il faut raisonner vraiment sur le tout. Parce qu'il y a un truc, hein, on vous l'a peut-être pas dit, hein, mais l'eau ne disparaît pas. Hein. L'eau, c'est pas comme le pétrole. Une fois qu'elle est consommée, en fait, elle continue d'exister. Et l'eau qui va dans les plantes, l'eau qui va dans le sol, elle va ensuite dans les nappes phréatiques et in fine dans les océans. Donc, c'est jamais perdu. Allez, on continue. Mieux vaut économiser l'eau que d'irriguer les couverts. Qu'est-ce qui fait ça? C'est toi, Serge, ou c'est toi, Thibaut? C'est Serge encore. C'est moi encore? Allez. Alors, ça veut dire quoi, ça? Je vais vous donner un exemple assez précis. Cet été, on avait un modèle météorologique pour prévoir les températures, pour prévoir la pluie, où il y avait une mauvaise calibration de ce modèle. On avait 0 à 10% d'eau dans le sol. Et il donnait des températures entre 46 et 50 degrés dans le sud-ouest de la France. Heureusement, on n'a eu que 40 à 43. Mais c'est pour vous montrer un exemple que quand il n'y a pas d'eau dans le sol, la végétation ne pousse pas, elle meurt.
La lumière du soleil vient frapper le sol. Ce sol s'échauffe encore plus puisque le soleil frappe dessus directement. Et donc quand il s'échauffe encore plus, il s'assèche encore plus. Donc c'est un cycle négatif, on va dire. Et donc au final, mieux vaut avoir des couverts sur le sol, voire même les irriguer si nécessaire, puisque cela permet de casser cette boucle de rétroaction négative et de permettre de protéger le sol des rayons du soleil. Et en plus, si on a un couvert sur le sol, ça permet de ramener de la matière organique au sol et d'avoir un sol qui peut contenir plus d'eau dans l'avenir. Moi, j'avais un schéma où on voyait un sol qui est couvert, c'est un sol qui est humide et qui est froid. Exactement. Le froid, ça fait de la condensation, c'est des petits cycles de l'eau, Tout à c'est fait. ça? Je dis pas de bêtises. Et l'eau, ça donne de la végétation. C'est quand même miraculeux. Hein. Alors qu'à l'inverse, un sol nu, ça donne un désert, qui donne un désert, qui C'est donne ça. un désert. Ça s'appelle la désertification. À partir du moment où le sol, on a une sécheresse qui se prolonge et que la végétation ne pousse plus, le sol par lui-même se réchauffe, la végétation pousse encore moins, et c'est le début de la désertification. Donc ça, c'est hyper important. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en irriguant, en fait, on amène l'eau sur le bassin versant. Parce que s'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de pluie. Alors que s'il y a de la végétation, il y a de l'évapotranspiration, il y a de la pluie, et donc il y a de l'eau. Tout à fait. C'est pas de l'eau qui est perdue, quoi. En irriguant de façon raisonnée, on apporte de l'eau sur les cultures. Et avec Par des, contre- avec des sols couverts. Exactement. Par contre, il faut faire attention de ne pas répercuter une sécheresse de surface en profondeur en prélevant trop d'eau dans le sol, parce que dans ce cas-là, on crée une autre sécheresse. Allez, question suivante. Les castors ont un vrai rôle à jouer. Qui est-ce qui pense que les castors vont nous sauver? Qui est-ce qui pense que c'est complètement débile? Hein? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai. En l'occurrence, le GIEC parle des castors. Et vous savez pourquoi? Parce que les castors, ils évitent le ruissellement. C'est-à-dire que lorsque vous avez un sol avec un ruisseau qui va de haut jusqu'en bas, eh ben les castors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des mini-barrages tout le temps. Et à chaque barrage, l'eau, elle va alimenter tout le bassin versant de manière horizontale parce qu'elle est coincée par le barrage et du coup, elle va s'infiltrer dans le sol et le circuit d'eau est ralenti. Et en fait, à chaque fois que vous arrivez à ralentir le cycle de l'eau, eh ben vous êtes gagnant. Et à chaque fois que vous accélérez le cycle de l'eau, vous êtes perdant. Et en France, à cause des inondations, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des gouttières partout pour éviter que l'eau ne stagne à des endroits. Alors qu'avant, dans les années 30, 40, 50, on avait des champs qui servaient de tampons, qui étaient inondables lorsqu'il y avait de l'eau, ils prenaient l'eau. On avait des marais, on avait plein de zones qui servaient à stocker l'eau temporairement lorsqu'il y en avait trop et qui évitaient le ruissellement. Aujourd'hui, ce ruissellement, il est généralisé sur toute la France et donc toute l'eau qui pleut file directement aux océans. Et donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour ralentir ce ruissellement, y compris réintégrer des castors. Et il y a des programmes de l'INRA aujourd'hui qui réintègrent des castors en France sur les cours d'eau. Allez, encore une dernière. Serge, l'évaporation participe au réchauffement climatique. Celle aussi, je l'ai entendu. Et dans les centrales nucléaires, les grosses cheminées, là, c'est en train de nous tuer. C'est vrai, c'est faux, c'est quoi cette affaire là? Alors, on va dire que c'est un peu l'humidité, La vapeur. La vapeur d'eau. Je commence à me perdre là-dedans, ça va pas le faire. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, c'est vrai, mais c'est étudié par le GIEC dans les modèles climatiques. Hein. Donc il faut regarder ce qu'on déstocke de l'eau, ce qu'on rajoute dans l'atmosphère, et c'est largement, très très largement inférieur aux gaz à effet de serre qui sortent des voitures, des usines. Donc il peut y avoir de l'évaporation supplémentaire lorsqu'on récupère de l'eau des nappes phréatiques, mais quand on regarde par rapport au pétrole, c'est largement négligeable, et donc ça n'aura aucun impact. Attends, mais moi ce que j'ai compris, c'est que quand tu as de l'air à 25 degrés, Oui, il stocke plus d'eau que de l'air à 10 degrés. tout à fait. Et en fait, c'est la température de l'air qui décide combien il y a d'eau dans l'air. C'est pas la quantité d'eau qu'il y a au sol qui peut s'évaporer qui va décider de ça, c'est la température de l'air. Tout à fait. En fait, c'est négligeable les impacts humains sur cette évaporation. Et si on regarde avec la hausse de la température, notre air peut contenir plus d'eau. C'est physique. Hein. D'accord. Par exemple, quand on est sous la douche, on a cette sensation de lourdeur
qu'on n'a pas quand il fait 13 degrés. Quand on est dehors et qu'il fait 35 degrés, 80% d'humidité, on a cette sensation de lourdeur qui correspond à beaucoup d'eau dans l'air. Ouais. Et s'il fait 35 degrés, même température, mais 10%, on n'a pas cette sensation de lourdeur. Donc quand il fait chaud, l'air peut contenir plus d'eau et c'est ça qui va vraiment driver un petit peu l'agriculture. Alors, ce que dit le GIEC, parce que le GIEC l'a modélisé, c'est que oui, la vapeur d'eau est un gaz réchauffant, ça c'est clair et évident, mais non, l'activité humaine sur la vapeur d'eau n'a pas d'impact sur le réchauffement climatique. C'est l'activité humaine sur la température de l'air qui va faire qu'il y a de plus en plus de vapeur d'eau qui va augmenter le réchauffement. Et donc, c'est un facteur multiplicatif, en fait, c'est une boucle de rétroaction négative, en fait. Et ce facteur multiplicatif, il est pris en compte dans le GIEC, hein, bien sûr, depuis bien longtemps. En revanche, il y a un truc qui est intéressant, c'est que si on a un sol qui est froid, genre un sol couvert, par exemple, eh ben, ça va condenser l'eau. Tout à fait. Donc, l'activité agricole permet de générer de l'eau simplement parce qu'elle refroidit l'air au sol, ça fait de la rosée. Il faut juste regarder dans une forêt, par exemple. Lorsqu'on passe d'une ville à une forêt avec la même température, la même journée, hein, à quelques minutes d'intervalle. En ville, on a une sensation de lourdeur, on a une sensation, un mal-être en fait, parce que c'est souvent les immeubles qui réverbèrent la chaleur sur nous. Il fait hyper chaud, ouais. Quand on est en forêt, on a il peut faire chaud, mais il y a quand même une petite fraîcheur qui correspond en fait à l'évapotranspiration, parce qu'on a une couverture de la part des végétaux du sol, et donc on a une boucle positive qui protège en fait le sol de cette perte d'eau qu'on peut avoir s'il n'y avait pas il y a entre 10 et 20 degrés de différence entre un sol nu et un sol couvert. Alors en surface, oui, pas en profondeur. En surface, en surface. Sur la surface, il peut y avoir jusqu'à 20 degrés. Ça dépend de l'ensoleillement. S'il fait très beau depuis plusieurs jours, depuis plusieurs heures, le sol en surface va être 20 degrés supérieur à ce qu'il peut y avoir s'il y avait une forêt au-dessus. Et alors, Thibaut, moi, j'ai entendu parler d'un truc, c'est un pyranomètre. Vous avez pris des piranhas, vous les avez mis dans des machines, et ça permet de mesurer l'hydrométrie de l'eau, du sol, pardon. Mais grâce au soleil, j'ai rien compris, ou c'est ça? Donc non, rien à voir avec les poissons, ça c'est sûr. Le pyranomètre, ça mesure l'ensoleillement, ça mesure le rayonnement, c'est de l'énergie en fait. D'accord. Le soleil, il nous envoie une énergie, une quantité d'énergie. Le pyranomètre, il mesure cette quantité. D'accord. Ça se traduit comment? C'est simplement... c'est un panneau solaire. Exactement. Okay. On reçoit de l'énergie, on la quantifie, et cette énergie, en fait, c'est celle que les plantes vont pouvoir absorber, ou le sol, ou toute surface qui va l'absorber. Quel est le rapport avec l'absorber. l'hydrométrie du sol, du coup? Par rapport à l'hygrométrie, du coup, cette énergie qui va arriver sur le sol va faire évaporer aussi une partie de l'eau qui va être présente. Et donc cette évapotranspiration, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'évapotranspiration, c'est ce que les plantes perdent ou un sol perd. Donc toi, avec un petit panneau solaire à côté de mon anémomètre et de mon pluviomètre, tu es capable de me dire combien il me reste de réserve utile dans mon sol? Combien il me reste d'eau dans mon sol? Je suis capable de dire, aujourd'hui, tu as perdu 5 mm d'eau dans ton sol. D'accord. Tu en avais besoin de 60 et tu n'es plus qu'à 50. D'accord. Irrigue les 10 mm qui manquent, ou alors attends une pluie. Ok, super. Nickel. Voilà. Et il me semble qu'il y a quelqu'un dans ton équipe qui a fait un article sur le pyranomètre. Si ça vous intéresse pour comprendre, vous allez sur Triple Performance et vous tapez pyranomètre et vous comprendrez à quoi ça sert et comment ça fonctionne. C'est toujours utile. Les amis, je crois qu'on a terminé. Je clique, il n'y a plus rien. C'est fini. Merci Serge. Merci Merci Thibaut. Merci Est-ce que vous Merci avez à des tous. questions?